Eh bien, pour clôturer cette deuxième journée des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où la tribune met à l'honneur tous les dirigeants et les dirigeantes de l'économie et ou de la politique, nous recevons Valérie Rabault. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée socialiste, première circonscription du Tarn-et-Garonne. Donc on est à Montauban, pas avec l'accent, cher au cœur de Valérie, mais là on est à Aix-en-Provence, toujours dans le sud, pour parler de la situation peut-être d'abord économique. Valérie, vous êtes une économiste de formation et vous avez évidemment face à vous une situation quand même que, en tant qu'observateur d'abord, on ne s'attendait probablement pas à vivre, et en tant qu'acteur, il va falloir évidemment faire face. Un retournement incroyable des anticipations d'inflation, Ah oui, et très soudain, surtout très brutal, alors qu'on aurait peut-être, certains le prévoyaient, certains disaient toute cette création monétaire de ces 10 années, de la crise de 2008 à aujourd'hui, ne pouvait que produire une catastrophe. Est-ce que se produit une catastrophe et quelles en sont un peu l'analyse des causes que vous pouvez en faire avant de parler de la situation politique française? En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que les causes sont multiples, il n'y en a pas qu'une seule, mais ce qui est sûr, c'est que la création monétaire de cette ampleur, la taille du bilan de la BCE, c'est quand même 80%, un peu plus de 80% du PIB de la zone euro. La taille de la Fed, c'est 37% du PIB des États-Unis. Donc on voit qu'on est quand même dans un rapport de 1 à 2. Cette création monétaire, c'est du jamais vu dans notre histoire récente. Et donc on ne sait pas trop la gérer. On ne sait pas si elle finance des bulles, si elle va plus sur de l'inflation, ou si dans le fond elle finance des vrais projets, c'est-à-dire c'est des projets qui sont de la création de valeur. Il y a sans doute un peu des trois. La question qui se pose, c'est dans quelle proportion, et évidemment, il vaudrait mieux que ça soit beaucoup plus sur la troisième volet que sur les deux premières. Mais ce n'est pas le cas. Il y a effectivement des bulles qui sont sans doute en train de se créer. Et puis, il y a aussi ce qui se passe en dehors de l'Europe, c'est-à-dire qu'on voit un ralentissement sur la Chine, alors lié au Covid ou pas, mais enfin en tout cas un net ralentissement, ce qui pose des questions aussi pour notre équilibre au sein de la zone euro, puisque ça fragilise l'Allemagne qui a au moins 3 fragilités, une population vieillissante, le fait qu'elle exportait beaucoup vers l'Asie et que du coup ça risque de freiner ses exportations, et les exportations pour l'Allemagne c'est 40% de son moteur économique, c'est-à-dire 40% de sa création de valeur. Et le troisième levier, c'est que l'Allemagne a conservé une industrie, ce que nous n'avons pas réussi à garder, vous en parliez tout à l'heure avec Nicolas Dufour, mais elle l'a fait avec une énergie pas chère. Or là, l'énergie va devenir chère. Donc toutes ces composantes-là, ça crée une difficulté qui, pour l'heure, on voit que tout le monde tâtonne un peu. Il faut quand même bien le dire, on n'a pas de recette miracle, tout le monde tâtonne un peu. Et ce qui est sûr, c'est que la priorité, c'est d'arriver à, en tout cas, endiguer ou bloquer le prix de l'énergie, parce que ça conditionne la création de valeur, ça conditionne aussi la consommation des ménages. Et une fois qu'on aura un peu bloqué cet aspect-là, je pense qu'on y verra plus clair. Alors vous êtes député socialiste, je disais, donc vous êtes au sein de la NUP ou NUPES, je ne sais pas comment je suis députée socialiste. La définir, mais vous êtes député d'abord et avant tout. Je suis députée socialiste. Et député, c'est important parce qu'on vit un moment politique un peu particulier, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le président réélu Emmanuel Macron. Alors certains disent qu'il vous a appelé, en tout cas qu'il vous a fait des appels du pied pour que vous rejoigniez comme première ministre le gouvernement. Au-delà de cet épisode-là, qui évidemment c'est sans doute très mérité certainement d'abord et agréable, la question c'est, en tant que député, il va y avoir une loi sur le pouvoir d'achat, et quand j'entends ce que vous venez de dire, est-ce que vous allez soutenir, quitte à essayer de l'infléchir un peu, la loi qui va arriver, qui est l'urgence sociale du moment, mais qui n'est pas qu'une urgence sociale, c'est une urgence sociale et économique, si je vous entends. On est bien d'accord. Bon, moi je la voterai, parce que je pense que tout ce qui soutient le pouvoir d'achat des Français, même si on l'aurait fait différemment, même si on peut avoir d'autres idées, c'est indispensable dans la période actuelle. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. 8% d'inflation, pour garder le même niveau de vie, il faut avoir un 13e mois. Ça équivaut à un 13e mois de salaire. Donc, on voit l'ampleur que ça représente. Qui coûte 20-25 milliards. Hein, oui, non, mais voilà. Rien, hein. Et donc, la deuxième question qui se pose, et que j'ai posée à Bruno Le Maire déjà en avril 2020, mais je la lui repose tous les mois, c'est comment
il envisage de financer tout ça. Comment on fait un vrai plan de financement sur cette crise? Ouais, parce que là, c'est un peu, on a l'impression, un premier one-shot, un peu Cotère sur jambe de bois, c'est une urgence, on ne s'attendait pas à devoir le faire. Il y a le premier bouclier, d'ailleurs, énergétique qui coûtait déjà 25 milliards. Là, on fait un bouclier énergétique et alimentaire qui coûte 20-25 milliards. Et quand on l'écoute, Bruno Le Maire, il dit, mais moi, j'ai une cagnotte, il n'emploie pas le terme, de recettes supplémentaires que je peux déclencher pour cette année. Oui, et ça vaut que pour cette année. Non, mais il a zéro cagnotte, Bruno Le Maire. Il a zéro cagnotte, Il a zéro cagnotte, Bruno Zéro Le Maire. cagnotte. Parce que quand même, à fin mai, il était à 80 milliards de déficit. Donc quand on est à 80 milliards d'euros de déficit, on a zéro cagnotte. Je parlais de recettes supplémentaires par rapport à la prévision budgétaire. Ce qu'il oublie de vous dire, c'est les dépenses supplémentaires qu'il a eues. Notamment parce que quand l'énergie augmente, elle augmente pour tout le monde. Elle augmente pour vous quand vous allez faire votre plein. Et pour l'État aussi. Et elle augmente aussi pour l'État, pour mettre du carburant dans les voitures des policiers et des gendarmes. Donc tout ça, à la fin des fins... Augmenter les salaires. Donc il faut quand même qu'il soit un tout petit peu honnête. Il n'a pas de cagnotte. Et c'est parce qu'il veut évacuer ce débat-là. Donc pour vous, le financement n'est pas assuré aujourd'hui. Non, enfin, c'est pas assuré. S'il le finance avec de la dette, pour l'instant, ce sera assuré. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il nous pose la question du financement. Et nous, on lui a dit... à plusieurs reprises. Bon, on peut reparler de l'ISF, mais il y a aussi la question de la taxation. Alors ici, on a plusieurs présidents de grandes entreprises de l'énergie. La taxation de super profits sur l'énergie qui a été faite en Espagne et qui doit être envisagée aussi. Donc vous restez député socialiste quand même. Mais quand on est face, il y a quelques mesures fiscales qui pourraient venir compenser ça. Quand on est face à une crise, on doit se retrousser les manches. Et on ne peut pas juste le faire via la dette, c'est très facile, mais à un moment donné, on se fait toujours rattraper. Donc vous voterez la loi pouvoir d'achat, Valérie Rabault, mais vous proposerez qu'elle soit mieux financée ou financée par des mesures ad hoc, si je vous entends bien, type ISF dédié, mais recréation d'ISF, c'est pour ça vous avez peu de chance qu'ils l'ont supprimé, mais un impôt, vous voulez un impôt exceptionnel pour financer ces mesures ou vous voulez... quelque chose de pérenne? Parce qu'il y a les déficits. Je veux deux choses. La première, c'est qu'on mette sur la table la question du financement de cette crise. Moi, je suis pour le retour de l'ISF, ça ne fait pas de mystère, parce que je le dis chaque année. Est-ce qu'il faut avoir des mesures en plus exceptionnelles? Peut-être, sans doute. Et en tout cas, sur la question des super profits, comme on dit. Il faut quand même y regarder d'un peu plus près. Donc faire attention quand même sur ce point de vos illusions, parce que si vous regardez les super profits de Total, Total Énergie, pardon, c'est pas pour les défendre, je suis pas là pour ça, mais les profits en France de Total, ça va pas vous faire non mais je sais bien énormément. Ou alors il faut dire on va taxer les profits mondiaux de Total, mais là ça pose des tas de problèmes que vous connaissez mieux que moi, d'imposition mondiale des multinationales. Exactement. Mais donc on met cette question-là sur un financement exceptionnel, et puis il faut avoir une réflexion de plus long terme, parce que vous savez très bien que endiguer cette inflation, ça suppose de revenir à une énergie qui soit beaucoup moins chère et de le faire de manière pérenne. Sinon, on va continuer en permanence à courir derrière les milliards et ce sera très difficile de les attraper. Moi, j'entends bien la cohérence de vos propos. Je vote parce que c'est un état d'urgence économique et sociale. Je demande des mesures qui correspondent à une position traditionnelle de la gauche. Elles ne seront pas forcément retenues, effectivement, mais c'est logique. Mais j'aimerais que le gouvernement nous dise comment il le finance, parce que pour l'instant, bien. Non, mais ça, on verra le débat budgétaire. Silence poli. On verra le débat budgétaire. Mais un silence poli, ça ne fait pas une politique économique. On va vite le savoir, de toute façon, puisqu'il y aura une loi de finances rectificative. Donc, alors, il ne vous aura pas échappé, parce que vous êtes un observateur très avisé. Ex-Bercy Watcher. Oui, exactement. Que c'est la première fois qu'un gouvernement n'a pas transmis en avril sa trajectoire budgétaire à l'Union européenne. On est les seuls quand même dans ce cas-là au sein de l'Union européenne, alors que tout le monde est confronté à la même crise. C'est pas faux. 2017, il y avait aussi une élection présidentielle dans notre pays au même moment, et cette projection a été envoyée. Donc ça relève de l'irresponsabilité. Je continue. Et je le dirai à Bruno Le Maire. Enfin, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Certainement. Je prolonge juste ma question de tout à l'heure sur. Donc vous agissez en responsabilité comme député socialiste en votant ces mesures d'urgence. Mais vous dites, elles ne sont pas financées. En tout cas, vous posez la question. Et moi, je pose la question, comment c'est des mesures pour cette année? Qu'est-ce qui se passe en 2023? Sachant que, alors moi j'ai vu pas mal de monde, et des économistes éminents à Aix-en-Provence. C'est ça qui est intéressant de venir ici. Certains disent, on va garder une inflation de 5%, peut-être pendant plusieurs années. Non mais 3 à 5% d'inflation, c'est-à-dire on passe de zéro. On change de paradigme. On change de monde. Oui, on change de monde. Et alors comment on fait quand on est le gouvernement et les majorités relatives
auxquelles vous participez sur ces mesures, pour affronter ça dans la durée? Mais c'est très difficile. Il ne faut pas se mentir, c'est un choc économique qu'on n'a jamais connu. Alors vous allez me dire, à chaque crise, on dit ça, mais là, c'est vraiment un choc économique important. Donc, la priorité, c'est de refaire en sorte qu'on soit en capacité de retrouver une énergie qui soit la moins chère possible. C'est-à-dire qu'on soit... Alors, nous, on a le nucléaire, mais vous savez, sur les énergies renouvelables, les 27 s'étaient fixés des objectifs de production. Le seul pays qui n'a pas atteint ces objectifs de production, c'est la France, quand même. Moi, je suis dans un département, le Tarn-et-Garonne, qui est aussi ensoleillé qu'ici. En tout cas, quand on regarde les cartes de Météo France, c'est un des départements les plus ensoleillés de France. Quand vous construisez des hangars de logistique, des bâtiments agricoles, aujourd'hui, il n'y a pas de panneaux photovoltaïques sur les toits. Donc, si on ne lance pas une programmation, il ne se passera rien. Et donc on vous continuera. êtes pour la planification écologique? Mais j'ai toujours été pour la planification. La planification, c'est pas un gros mot. C'est juste de se dire où on va et qui fait quoi. J'ai pas dit qu'il fallait que l'État fasse tout. Je dis juste qu'il faut qu'on sache où on va. Et là, aujourd'hui, parfois, on a l'impression de tourner autour du rond-point et puis de jamais prendre aucune des branches de sortie. Donc, c'est indispensable parce que sinon, on aura cette discussion l'année prochaine de la même façon. On a une situation inédite sur l'économie. On a une situation peut-être à venir inédite. J'aimerais vous entendre là-dessus sur le social. Jean-Luc Mélenchon a appelé une marche pour le pouvoir d'achat à la rentrée. Donc, est-ce qu'il va y avoir un 4e tour dans la rue? C'est une question. Il faut arrêter d'inventer après le 2e tour un 3e tour, puis après le 3e tour un 4e tour. Franchement, mais qu'il y ait une vraie réflexion sur le pouvoir d'achat. Quand on regarde les données de l'OCDE, on se rend compte que c'est en France où le salaire minimum a le moins augmenté. Donc ça, ce sont des vraies questions. L'Allemagne a fait quand même un pas de géant en passant de 9,60 € à 12 € de l'heure. Donc il y a une part de responsabilité sur les entreprises aussi là qui va arriver. Oui, mais ça veut dire et les partenaires sociaux. Mais les entreprises, elles pourront pas non plus tout payer. Je prends le choc d'inflation sur l'achat de leurs matériaux. Donc il faut qu'il puisse y avoir un accompagnement qui soit réfléchi. Mais ça suppose aussi qu'on se remette à créer de la valeur. Parce que ce qu'a fait la Commission européenne au mois de mai, elle a publié un état des différentes économies des pays qui composent l'Union européenne. Et c'est toujours très intéressant parce qu'elle dit, dans le fond, qui est abîmé structurellement et qui est abîmé conjoncturellement, c'est-à-dire du fait de la crise. Et la France fait partie des pays abîmés structurellement. Ce que ne veut pas entendre le gouvernement. Ce qu'on va lui redire, ça c'est la Commission européenne, elle fait la même analyse avec les mêmes règles pour tout le monde. Donc elle n'est pas là pour avantager l'un par rapport à l'autre. Elle a une méthode objective. La France est abîmée structurellement. C'est-à-dire que quand elle renonce à faire des maths, quand elle renonce à faire de la capacité de production, on voit que sur les médicaments, elle est en retard, que sur la production d'énergie renouvelable, elle est en retard. Et donc, on va finir par se retrouver vraiment en retard sur beaucoup de sujets. Cette question de la création de la valeur, ça devrait être la priorité de la nouvelle Première ministre. Et je ne l'ai pas trop entendu en parler dans son discours de politique générale. Un peu ma question, comment vous avez trouvé la Première ministre? Est-ce qu'il y a une boussole? Est-ce qu'il y a un cap? Est-ce qu'il vous semble qu'ils ont pris aussi la mesure de la façon dont il va falloir s'y prendre? On n'a pas le mode d'emploi face à l'inflation, mais on n'a pas non plus tout à fait dans la Ve République le mode d'emploi face à une situation où il n'y a pas de majorité absolue. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça veut dire que ça va rétablir la noblesse de la délibération et du dialogue, du compromis, de la culture du compromis? Alors la culture du compromis, on l'a pas. J'aimerais qu'on puisse peut-être l'acquérir un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que la Ve République... Vous en serez l'artisan ou l'artisane? Mais moi, j'irai dans tout ce qui... Je pense que c'est un moment un peu historique. Ouais. La Ve République a été créée pour un parti majoritaire au pouvoir et une opposition qui a vocation à redevenir majoritaire, avec des alternances gauche-droite. Là, on est face à une situation où, dans le fond, personne n'a la majorité. Oui, mais il y a un jeu du mystère. Macron et Elisabeth Borne vous appellent à venir vous prononcer en faveur de compromis, donc de venir les voir en disant, voilà, je suis prêt à faire des compromis sur ça, mais en acceptant leur programme. Voilà, ils disent pas sur quoi. Ils veulent maintenir leur programme. Ils ont pas de goodie, mais ils ont un programme présidentiel. C'est lui le Ils cadre. vous disent, venez vers moi sur mon programme. Ça s'appelle pas un compromis. Ça s'appelle un débauchage. Mais ça ne s'appelle pas un compromis. Quand vous regardez le contrat de coalition en Allemagne, il fait 300 pages. Et ils y ont passé 2 mois ou 3 mois ou je ne sais pas combien de temps, mais tout est écrit. Et ils se mettent d'accord avant. Donc c'est ça un compromis. Est-ce que ça pourrait se produire un peu pendant l'été ou d'ici l'automne, cette négociation qui n'a pas eu lieu? Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un... Parce que vous parlez de situation historique. Et je crois que l'heure est grave quand même. On en sourit parce que c'est vrai que c'est l'été, les vacances qui approchent. Mais les Français, ils attendent que
Ils attendent que Est-ce qu'ils le n'ont pays pas avance. demandé aux uns Ils et aux attendent autres que de se l'hôpital parler? fonctionne mieux. Oui, mais Ils pour ça, faut attendent se parler. qu'on crée de la. Mais, non, mais Pour je des suis complètement solutions d'accord. Mais vous savez, imaginatives. en 2011, j'avais écrit un petit livre avec mon amie collègue Karine Berger. Karine Berger, qu'on connaît bien. Là, les 30 glorieuses sont devant nous. Et notre premier chapitre, c'était un chapitre de fiction. Et on avait imaginé une première ministre qui passait l'été à négocier, Je me qu'elle n'avait souviens. pas de majorité. Donc c'était en 2011, hein, donc bon, c'est il y a 11 ans. Un contrat sur 63 mesures, ce qu'on avait défini. C'est ce que vous aviez demandé à Macron, c'est quand il vous a appelé Mais oui. ça. Vous avez Mais lui oui, dit, je lui ai dit, on mais fait ça. il faut. Et pourquoi il n'a pas fait ça? Bah ça, il faut lui poser la question à lui. On Ou à la on première l'invitera l'année prochaine. Vous l'invitez, vous lui posez la question. Avant, j'espère même. Mais qu'il nous le dira. c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Est-ce qu'ils savent le faire en fait? Est-ce qu'ils ont cette culture à l'Élysée? Est-ce qu'il Personne n'y n'a a, cette culture. il y a pas une culture très technocratique, centralisée, qui aujourd'hui Alors, je pense qu'elle héritée justement de ces 30 glorieuses, mais qui n'est pas forcément adaptée Je au pense temps que de tempête que l'on va vivre? Voilà, je pense que vous avez raison. Cette culture n'existe pas aujourd'hui dans le monde politique et elle existe encore moins dans le monde des cabinets qui ont peut-être tendance à faire croire à leurs ministres qu'ils sont tout puissants. Mais ça n'existe pas. Donc, ce que Macron vous a proposé, c'était pas acceptable, c'est ça? Non, mais on se dit sur qu'est-ce qu'on fait pour recréer Concrètement, de la valeur. précisément. Qu'est-ce qu'on fait la première ministre a parlé aussi de programmation. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Comment est-ce qu'on arrive à construire 150 000 logements sociaux par an? Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la rénovation? C'est cette formule, quand c'est flou, il y a un loup. Quoi. Ah C'est bah un oui, peu mais cette là, il impression y a que vous avez. beaucoup de flou. Il y a donc beaucoup de flou et il y a beaucoup de beaucoup de loup. D'accord. Bon, on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est pas maintenant qu'on va résoudre le problème, mais vous reviendrez nous voir peut-être au studio de la Tribune à Paris. Avec plaisir. Valérie, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, parce que on va avoir beaucoup de choses à se dire dans les mois qui viennent. Merci d'être Philippe. venue.